Voilà, je donne tout de suite la parole à Stéphane Troiscarré et je lui laisse présenter son projet. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler du projet Décalage Offset que j'ai conçu et réalisé avec l'école d'ingénieurs IMAT pendant 2 ans dans le cadre des projets tutorés. Donc, a priori, Ludovic vous lance la vidéo. Vous devriez pouvoir voir la vidéo en fond d'écran actuellement. Et lors de cette présentation, nous allons être avec Lynn Ratoni, qui est une des étudiantes, qui fait partie de la dernière équipe de développement de la version 3.0 de Décalage Offset. Alors, ce qui s'est passé avec Décalage Offset, l'idée est venue il y a très longtemps. J'avais fait une expérience psychédélique, j'avais pris un acide. Il s'avère que je voyais très bien tout ce qu'il y avait autour de moi et je voyais les choses très clairement, mais toute la base de données, c'est-à-dire les labels sur les objets, sur les êtres, avait changé et les gens étaient associés à l'idée d'un animal ou des choses comme ça. C'est-à-dire que je voyais un être humain, mais au lieu d'avoir le label être humain, j'avais le label singe, rhinocéros, lion, etc. C'est dire en gros les analogies que l'on fait communément de façon poétique, c'est une vieille tradition poétique. Et bien là, c'était une réalité parce que ma base de données avait glissé. Et ça, c'est passionnant d'imaginer que les labels glissent. Et alors, je me suis posé la question il y a quelques années si j'investissais un logiciel Quake, un moteur de rendu pour un jeu, et je remplaçais tous les JPEG qui étaient attenants par des images à moi. Et donc, je suis allé, avec mes étudiants, nous avons commencé à réfléchir à cette question-là. Et il s'avère que j'ai aussi une grosse pratique du carnet de croquis et de peinture. Et vous savez qu'il y a une longue tradition de la question immersive dans la peinture. Et de cette question d'immersion, on peut penser aux œuvres de Kandinsky, voire même des immersions totales comme chez Jackson Pollock. Hein. Je pense en particulier à une peinture qui s'appelle The Deep, qui est une peinture verticale dans laquelle il y a une mise en abîme absolument colossale. Je me suis posé la question au lieu de faire comme il arrive que on utilise les œuvres d'artistes morts pour les mettre en réalité virtuelle, ce qui finalement n'a pas de sens quand Van Gogh a pensé sa peinture, il l'a pensé avec les moyens de son époque, il ne l'a pas pensé avec les moyens de notre époque. Donc j'ai estimé qu'il était urgent d'investiguer cette question-là, comme on a pu le faire finalement dans les années 70 en vidéo, quand les artistes vidéastes se sont emparés des moyens de la télévision, car la vidéo au départ c'était pour la télévision, et grâce au porte-à-pack, les artistes se sont retrouvés finalement libres avec des petits outils, des outils plus ouverts et plus simples. En réalité, faire un jeu n'est pas une chose simple. On a besoin de compétences, de développement. Et c'est là où finalement une synergie institutionnelle de bonne qualité, telle que le rapport qu'il peut y avoir entre une école d'art, une école d'ingénieurs, permet finalement de prolonger un certain nombre de questionnements. Et c'est ce que j'ai fait avec Décalage. Donc j'ai présenté le projet à mes étudiants ont réfléchi, et puis il y en a un qui a pensé que ce serait peut-être mieux de créer un environnement Unity dans lequel on mettrait tout ce qui constituait mon univers plastique, mon univers de peinture. Et donc on a fait un Décalage 1.0 qui a fonctionné pendant un certain temps, un autre 2.0 que j'ai eu le plaisir de présenter à Laval Virtual il y a 2 ans. Et cette année, nous avons réalisé le Décalage 3.0, qui est une sorte d'extension dans laquelle on rentre dans l'atelier. Alors, vous avez pu voir si vous êtes en train de regarder les vidéos. On rentre dans l'atelier par atelier en photogrammétrie et on accède à différentes pièces. Et on peut se mouvoir dans un univers peint, qui est une sorte de... un univers peint, un univers carnet de croquis, un univers dans lequel il n'y a pas de limite. C'est un univers dans lequel les objets sont convoqués de façon aléatoire régulièrement, et il y a un certain nombre de fonctionnalités fondamentales qui sont liées à des mythes tels que
l'éclairage de la scène, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'environnement en VR, avec l'une des manettes de VR, on peut éclairer la scène et l'autre vous permet de se mouvoir en XYZ. Donc, ce projet, finalement, se réfère aussi à la notion de réalité et comment la réalité glisse et comment, comme je le disais en introduction, une base de données peut glisser et provoquer des pertes de sensations, des changements de sensations. Alors, il y a une autre idée qui m'intéresse énormément dans tout ça, c'est le fait du rapport qu'il peut y avoir entre la réalité de l'atelier et l'univers hallucinatoire que provoque soit un dessin, soit un environnement en réalité virtuelle. C'est très très important pour moi parce que ça fait partie des recherches que je tiens à élaborer, qui sont le rapport qu'il peut y avoir entre un monde analogique et un monde digital, où je dirais qu'on pourrait reprendre d'une certaine façon le monde nouménal, le monde des idées et des concepts, avec le monde des faits, des objets. C'est très intéressant parce que ce qui se passe en réalité virtuelle n'a strictement rien à voir avec la réalité de la peinture. La peinture est un objet, une incarnation, il y a une vraie nature physique à la peinture, alors que finalement, le dispositif de réalité virtuelle, c'est un dispositif d'information, de mirage informatif, avec des lumières qui miroitent à des hautes fréquences. Et cette ontologie différente fait que c'est extrêmement intéressant de passer de l'un à l'autre. Et finalement aussi, et je le fais à l'occasion, c'est récupérer les images qui sont faites dans mon univers de VR et redessiner dessus, c'est-à-dire les réinjecter dans le monde phénoménal. Alors, mais pour faire tout ça, on a besoin de moyens techniques. J'ai dit, on a élaboré ça sur Unity. On a aussi utilisé un autre logiciel qui s'appelle Masterpiece. On a utilisé Tiltbrush. Enfin, j'ai utilisé Masterpiece Tiltbrush parce que tous les objets qui sont fabriqués à partir de mes travaux de dessin, c'est-à-dire qu'ils portent mes erreurs et des éléments de sérendipité que je voulais totalement assumer. Et là, je vais donner la parole à Lynn Ratoni pour savoir, Lynn Ratoni qui est étudiante à l'IMAC, donc à l'université Gustave Eiffel, qui a participé au développement. Et Lynn, avec sa camarade Monica Lukasek, toutes les deux travaillé avec moi étroitement et elles ont eu un rapport d'ingénieur à artiste avec une sorte de convergence. Et vous voyez que finalement, dans ce projet, il y a énormément de dimensions de toutes sortes, et notamment des dimensions humaines aussi. C'est comment des ingénieurs peuvent travailler avec des artistes et comment des artistes peuvent travailler avec des ingénieurs de façon convergente. C'était l'objet de ce projet tutoré, et là, j'ai été extrêmement satisfait par l'attitude de tous les étudiants. Et là, si vous avez vu le générique, il y a une dizaine d'étudiants, et beaucoup d'étudiants de l'IMAC se sont réellement investis avec une compréhension fine des aléas du projet artistique, puisque c'est des projets qui parfois n'ont pas de cahier des charges, contrairement à d'autres projets plus cadrés à but de communication, ou même à but, on l'a vu tout à l'heure, presque médico-légal, si j'ose dire, ou juridico-légal. Et donc là, on rentre dans l'investigation d'une forme inédite, dont on ne connaît pas encore les processus et auxquels il faut imaginer les processus. Voilà. Lynn, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends. Voilà. Et est-ce que tu pourrais me dire comment tu as travaillé en tant qu'ingénieur avec et comment ça s'est passé en tant qu'autorité, ce qu'il a été nécessaire de savoir comment les technologies, comment tu as travaillé pour acquérir des technologies, parce que tu as acquis des savoirs durant ce travail, mais aussi tu as acquis des méthodes artistiques. Absolument. Donc bonjour, je m'appelle Lynn, je suis élève ingénieur à l'école IMAC, donc je suis dans le multimédia.
Et j'ai travaillé pour la première fois avec Stéphane dans le cadre d'un projet de Toré, comme il a dit. À ce moment-là, on avait pour mission de créer un projet en réalité virtuelle sous Unity que, avec d'autres camarades, nous ne connaissions absolument pas, donc on partait vraiment de zéro. Vraiment. Et c'était aussi la première fois qu'on faisait un travail semi-professionnel, qu'on avait un client et auquel il fallait répondre. Donc, ce que j'ai pu acquérir pour ma part, c'est déjà la maîtrise de Unity et aussi une certaine sensibilité artistique et une compréhension artistique du point de vue donc, de Stéphane. J'ai appris qu'il y avait des choses qui se faisaient en art, d'autres qui ne se faisaient pas, qu'il fallait oser faire des choses, oser essayer de faire des choses. En ce qui concerne l'implémentation du projet, je ne sais pas si vous avez regardé l'entièreté de la vidéo, mais il y a beaucoup d'objets qui font entre guillemets n'importe quoi, qui se déforment, qui bougent un peu dans tous les sens. La plupart des éléments ont été réalisés grâce à des modules aléatoires que l'on a appliqués donc sur les objets, donc les déformer de manière aléatoire, les déplacer de manière aléatoire, les créer de manière aléatoire. Et voilà, ce sera tout pour moi, je pense. Donc voilà, alors pourquoi faire intervenir l'aléatoire? C'est que si je commençais à faire des scénarios, je rentrais dans une logique de jeu. Et je ne souhaitais pas rentrer dans une logique de jeu, d'abord parce que c'est un niveau de production qui est différent, et ensuite je voulais retrouver les propriétés aléatoires que je peux avoir dans une peinture. Quand on aborde la question de la peinture en grand format, par exemple, quand on fait un 2 mètres par 2 et qu'on commence avec des esquisses tout autour, on ne va pas reproduire l'esquisse de petit modèle pour en faire un grand modèle, sinon on fait une image, et il y a des moyens beaucoup plus efficaces. Une peinture en soi est une vraie expérience. C'est une expérience au moment où on la fait et c'est une expérience au moment où on la voit. Et ce qui est très important, c'est que l'expérience de sa conception soit suffisamment intense pour qu'il y ait une sorte d'écho et d'énergie qui se développe. Donc je voulais savoir si à travers un projet numérique, virtuel, avec ce processus d'immersion qui permet d'avoir cette complétude que la peinture possède, on pouvait obtenir des sensations et des expériences semblables. Alors par exemple, quand on commence à visiter Décalage, on tombe sur un labyrinthe dans lequel il y a des objets qui vous emmènent, des petites fireflies, des lucioles, et des lucioles qui vous emmènent et qui vont vous emmener vers la sortie. Donc il y a toujours des petits indices qui vous accompagnent dans un monde qui est labyrinthique et dans lequel on a perdu tous les repères. Un peu comme si nous perdions tous nos repères en X, Y, Z et qu'on était dans une hallucination complète. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que d'un point de vue conceptuel, c'est aussi des sons esthétiques. C'est-à-dire qu'un son esthétique, c'est bien rencontrer quelque chose que l'on ne connaît pas. C'est un peu comme la première fois que vous avez découvert les nombres imaginaires. À l'école, on vous a appris que x au carré plus 1, c'est pas possible parce que ça ferait une racine négative. Mais si vous rajoutez le i du nombre imaginaire et que vous transformez votre plan, le plan réel avec la droite des réels et la droite des imaginaires, vous vous rendez compte que vous pouvez faire des calculs et que tout ça prend une logique. Et en art, souvent, l'expérience esthétique procède, enfin, dans l'art contemporain, l'expérience esthétique procède de ce genre de découverte. C'est-à-dire que, un peu comme Picabia, qui se moquait des gens avec du goût, qui expliquait que pour que vous aimiez quelque chose, il faut que vous l'ayez vu plusieurs fois. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant en art, finalement, c'est d'arriver sur des choses qui sont totalement inattendues et de ne pas reconnaître les structures et d'être perdu comme on pouvait être perdu dans l'univers d'un Jackson Pollock, par exemple, parce qu'on essaye de trouver les limites de la peinture d'un Jackson Pollock. Finalement, les bords de la peinture ne sont pas suffisants, puisque la peinture convoque quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire cette infinité potentielle. Et donc, c'est pour ça que je faisais appel aussi à des fonctions aléatoires, de façon à ce que les infinis potentiels procèdent
dans ce projet. Alors, ce projet reste ouvert parce que quand Lynn et Monica et toute l'équipe ont développé, ils ont renseigné de façon très professionnelle le code, de façon à ce que d'autres personnes puissent rentrer dans le code et le développer, et voire même le transformer et apporter peut-être la version 4.0 qui aura encore de nouvelles propriétés. Car au fur et à mesure du développement du projet, il s'est avéré que j'ai acquis d'autres logiciels. C'est-à-dire qu'au début de Décalage, je ne connaissais pas Masterpiece, je ne connaissais pas TickBrush, je ne connaissais pas Gravity Sketch. Et je me suis aperçu que c'était très très intéressant de fabriquer des objets en VR que je pourrais réinjecter dans un environnement VR. Et plutôt que de les monter sur 3ds Max ou Blender, qui sont finalement extrêmement rigides pour ce que j'ai à faire, puisque j'agis comme un peintre. Peindre dans l'espace, ça c'est une autre question qui avait été vraiment très très importante durant cette expérience de réalité virtuelle, c'est-à-dire gérer du volume comme on gère de la peinture, c'est-à-dire avec la main, avec sa sensibilité, est une expérience inédite. On n'a jamais fait ça autrement. Peut-être que lorsqu'on monte quelque chose avec de l'argile, on peut le faire, mais encore là, l'argile est toujours contingentée par la question de la gravitation et la question des matériaux, ce qui est très très intéressant, mais en réalité virtuelle, on a la possibilité de violer toutes ces lois et de jouer plutôt avec des propriétés topologiques en toute liberté. Donc ça fait que lorsqu'un artiste aborde cette question-là, le corpus d'expérience doit être extrêmement large. Et ça, c'est absolument fascinant. Autre chose d'un point de vue esthétique, donc j'ai considéré que la VR pouvait rentrer dans le champ de la peinture, mais globalement, j'estime que dans ce monde qui éprouve ses limites actuellement, et la crise dans laquelle nous sommes est bien une des limites de ce monde, hein, c'est la crise de la globalisation avec une pandémie, je pense que c'est dans les endroits vides, dans les endroits lumineux, qu'il y a des nouvelles expériences à faire et des nouvelles recherches. C'est-à-dire c'est dans des entre-deux, probablement sur des choses un peu plus fines, sur des questions qui ont été énoncées et qui paraissent acquises et qui ne le sont pas totalement parce qu'on n'a pas vraiment observé. Peut-être que finalement, notre espace nouménal est un espace fractal. Voilà. Si vous avez des questions, je l'écoute.